rappelle le code d'honneur des sapeurs-pompiers de Paris. Quand tu m'appelles, j'accours. Mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, mais dans ta détresse. Pardonne mon apparente lenteur. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec le réalisateur Jean-Jacques Hano, son directeur de... excusez-moi, son chef décorateur. J'étais dans l'anglais. Production design. Production designer. Chef décorateur Jean Rabas, le directeur de la photographie Jean-Marie Drejoux et Jean-Yves Asselin, qui est donc producteur exécutif du film Notre-Dame brûle. Voilà, on va donc discuter de la fabrication de ce film. Et donc, tout d'abord, on vient de voir le teaser, Jean-Jacques. Sur le teaser, il y a une phrase d'accroche qui est une expérience inédite au cinéma. Alors, c'est quoi cette expérience inédite au cinéma ? Si vous voulez, c'est pas tellement fréquent de pouvoir faire un film qui soit un vrai film de cinéma dramatique avec une construction shakespearienne quasiment, basée entièrement sur la réalité. Donc déjà, ça, c'est une chose assez surprenante. En plus, ce qui était très amusant à faire, c'est qu'évidemment, j'ai pas voulu remettre le feu à la cathédrale, donc j'ai eu besoin d'utiliser des images déjà tournées sur tous les feux extérieurs. Mais évidemment, ce que personne n'a vu et n'a même soupçonné, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ce que les pompiers ont vécu, ce que les ecclésiastiques ont vécu. Donc, si vous voulez, ce mélange de vrai cinéma de tension et de spectacle et d'émotion avec un aspect j'ai pas envie de dire documentaire parce que les gens se trompent vrai sur ce qu'est le film, mais extrêmement documenté. 94% et demi, ce sont des faits réels. Tous les personnages que vous voyez à l'écran, ce sont des personnages interprétés par des acteurs, mais tous sont basés sur des personnages vrais, réels, que nous avons rencontrés et qui sont souvent venus sur notre plateau, au point d'ailleurs que plusieurs fois, je me suis retourné vers le vrai personnage qui a été dans l'événement, en croyant que c'était l'acteur, en disant tu peux aller te maquiller, ou tu peux aller te démaquiller, alors que c'était le vrai personnage. Donc, si vous voulez, j'ai poussé le plaisir non seulement à raconter une histoire extrêmement proche des événements, mais avec des personnages qui eux-mêmes ressemblent et parfois disent les paroles qui ont été prononcées par les véritables personnages, les acteurs du feu. Alors, souvent, on dit la réalité dépasse la fiction. C'est le cas. Est-ce que c'était le cas pour ce film ? C'est le cas. Si vous voulez, c'est l'invraisemblable qui est vrai. Et que j'ai fait une déversion du scénario avec Thomas Bidguin. Et avec Thomas, on se disait, mais ça, on n'aurait pas osé le faire. Mais là, on a été aidé parce que la réalité est tellement étonnante que finalement, on a osé dire ce qui s'était vraiment passé. Mais autrement, non, c'est impossible. La pudeur nous aurait restreint. Et c'est vrai que le terme docu-fiction est un peu c'est pas péjoratif. Comment vous avez évité justement cet écueil ? C'est comme si vous voulez, quand je fais un film comme L'Ours, les gens disent que je suis un cinéaste animalier. Mais attendez, un cinéaste animalier, il ne dirige pas des animaux. Un cinéaste animalier, il attend que que l'ours attrape un poisson dans la rivière. C'est pas du tout ça. C'est autre chose. C'est donner le premier rôle. Là, c'est vrai que c'est vrai, j'ai envie de dire. Et que c'est étonnant, parce que c'est vrai en plus. Mais c'est étonnant tout court, parce que c'est dramatiquement bien construit par la réalité. Alors, c'est un film à part, on l'a compris, et c'est donc aussi une manière de travailler un peu à part. Jean-Yves, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous avez comment vous avez préparé ce film et comment c'était possible ? Vous avez passé, je crois, 7 mois de préparation, mais finalement un film qui s'est tourné assez facilement dans l'ensemble, d'après ce que vous me disiez. Assez facilement parce que bien préparé, justement, et grâce à l'intersection de tous ces départements qui ont pu travailler ensemble en amont, étudier et choisir les bonnes solutions. On était sur un terrain des fois un petit peu expérimental. Donc avec les expériences de chacun, on a pu quand même réussir à quand même conjuguer les problèmes de sécurité qui étaient quand même déterminants, les impératifs artistiques du film, la volonté de Jean-Jacques parfois d'être sur vraiment quelque chose de véridique.
Donc, pour Jean qui avait des décors à construire, pour Jean-Marie qui avait à filmer, à mettre des équipes dedans, du matériel, pour les effets spéciaux qui devaient animer ça de flammes, tout ça, on a pu le faire grâce à des réunions préparatoires, des solutions qu'on a trouvées, des propositions. Et voilà, c'était un petit peu ce travail commun qui a été mis en place. Jean, tout a commencé avec une maquette. On peut le voir, on a toute une série de photos que vous avez très gentiment passées pour illustrer cette table ronde. Et donc, par exemple, on a une première photo où on voit, je crois, un de vos assistants qui commence à construire une toute simple maquette, une maquette du commerce, je crois, de Notre-Dame. C'est là-dessus que ça a commencé ? Alors là, on est en mars, on est vraiment à la première journée de préparation de l'équipe déco et on est là devant cette petite maquette achetée sur Internet en se disant « mais Notre-Dame, c'est quoi ? C'est quoi le transept nord ? C'est quoi ?» Il a fallu un peu apprendre à connaître Notre-Dame, à connaître tous ses secrets. Et la première chose qu'on a fait, c'était de regarder une maquette avec Jean-Jacques, avec Jean-Marie, à jouer même avec une petite caméra de plombier pour essayer de voir ce que donnait le point de vue dans la nef, dans le chœur, dans les tours. Et vraiment, au début, on a découvert tous ensemble et appris ce qu'était Notre-Dame. Donc ça, c'était... Ce qui est très beau sur ce film, c'est qu'on est tous partis de zéro et qu'on a créé un outil de travail pour pouvoir faire ce film. Mais c'est vrai qu'au début, on était tous un peu circonspects. On lisait le scénario, on se disait, mais comment on va faire tout ça ? Et que ça reste du cinéma et que ça soit pas tout en 3D. Il y avait un vrai souci de réalisme, de faire des effets spéciaux en direct. Enfin, c'était très, très complexe et tout part de cette petite maquette. Est-ce qu'il y avait une scène en particulier qui vous a donné des sueurs froides en lisant le scénario ? Non, je crois que c'est tout. C'est comment créer Notre-Dame à partir d'une pauvre Notre-Dame qui est à moitié détruite et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de repérages, c'est beaucoup de maquettes, beaucoup de travail sur les plans, sur des dessins, c'est énormément de réunions et c'est surtout beaucoup d'humilité de chaque département et tout le monde avait besoin de l'autre pour comprendre comment faire ce film. Ça, c'est vraiment important. C'est tout. Jean-Yves parlait des 7 mois de préparation, mais c'était primordial. Sans cette préparation, on n'aurait pas pu faire le film. Et je me souviens de Mathieu de la Mortière, le premier assistant mise en scène, qu'on voit sur cette photo. Et j'ai un souvenir de lui. Le soir, il doit être 19h ou 20h dans les bureaux de prépa. Et il se tient la tête sur la table comme ça. Il se dit, mais comment on va faire ? Et j'ai éclaté de rire en me disant, mais écoute, il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve les solutions petit à petit. Et il y a vraiment un très beau travail d'équipe de tous ces chefs de poste, aux effets spéciaux, la lumière, les décors. Et bien sûr, Jean-Jacques qui nous a toujours aidés, a toujours été dans le sens à la fois de l'exigence et comprenant quand il fallait simplifier, quand il fallait couper. Il a été toujours d'une aide incroyable. On n'a jamais été en fait dans des moments de blocage complet. On a toujours trouvé les solutions, mais tous ensemble. Et ça, c'était vraiment une très, très belle expérience. Alors, la deuxième étape, c'est la réalisation d'une maquette un peu plus sérieuse. On la voit sur cette photo et on voit Jean-Jacques avec son chercheur de champ déjà en train de trouver des plans en contre-plongée. Jean-Jacques, c'est très important pour vous de prévisualiser votre film, surtout dans ce cas de film. Écoutez, d'abord, je le prévise dans ma tête. C'est pour ça que j'ai toujours écrit mes scénarios, parfois en partenariat, parfois seul, parce que quand j'écris une scène, il faut que je la voie. Et que quand j'écris, je suis déjà sur un plateau, moi. Je pense déjà en termes d'axe et en termes d'habillage sonore. Je sais si c'est une scène où il y aura de la musique ou pas, si vous voulez. C'est pour ça que je suis quasiment incapable, je n'ai jamais fait, de recevoir un scénario dans la boîte aux lettres et puis tourner. Je ne sais pas le faire. Moi, j'ai besoin d'ingérer le film. Alors, si vous voulez, quelque chose m'habite depuis l'enfance, c'est que j'adore les temples, de quelque religion qu'ils soient. Et une des premières séries de photos que j'ai faites de ma vie, j'avais 7 ans, je crois, c'était Notre-Dame. Et j'ai d'ailleurs
un certificat d'études de l'histoire de l'art du Moyen-Âge, etc. Donc moi, je suis assez familier, même très familier. J'ai fait un film, je vous rappelle, qui s'appelle Le nom de la rose, pour lequel j'ai revisité 370 monastères. Donc j'ai une passion pour ça. J'ai fait un autre film qui s'appelle 7 ans au Tibet, où j'ai vu la quasi-totalité des monastères du Ladakh, du Tibet et d'autres, et de Suisse. Enfin bon, si vous voulez, j'aime les temples, j'aime les monastères, je les connais bien. Et donc, moi, je n'ai pas eu besoin de faire ce travail d'adaptation. Quand j'ai écrit, je savais, parce que j'ai beaucoup visité Notre-Dame, j'habite pas loin, et c'est, je crois, la première cathédrale que j'ai visitée de ma vie quand j'étais petit gamin. Donc, je pense, si vous voulez, que moi, mon métier, c'est d'anticiper ce qui va être la prochaine chose. Quand je suis sur le tournage, je peux vous avouer que je suis déjà à la salle de montage, moi. Parce que je pense à quels sont les axes qui me manquent, quels sont les axes qui vont être efficaces pour raconter ce moment d'histoire. Et quand je suis au montage, je pense déjà, évidemment, au son et à la musique. Donc, si vous voulez, j'aime anticiper parce que j'aime prévoir mon film dans la tête. Et c'est le charme de ce métier. Donc après, ça m'est relativement facile d'expliquer ce que je veux, parce que ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai prévu, que j'ai vu avant. Voilà. Alors, en revanche, la grande différence après, c'est qu'est-ce qu'on construit et de quoi on a besoin. Évidemment, là, ce que nous avons été obligés de reconstruire, c'est tout ce qu'on a fait brûler. Mais vous voyez le décor que nous voyons là, oui. C'est l'intérieur du beffroi, c'est-à-dire de la tour qui est à gauche, quand on regarde, qui est la tour nord. Avec les cloches. Avec les cloches que Jean a fait refaire, des cloches énormes, etc. Il faut que ça soit à la fois semblable à Notre-Dame, mais aussi semblable à l'idée qu'on s'en fait. C'est ça la différence entre le documentaire qui filme ce qui existe et le film de fiction où je dois vous avouer que l'intérieur du beffroi, il est un peu plus beau que celui de Notre-Dame qui a été refait récemment et qui est moins bien. Maintenant, il a brûlé, donc ils vont être obligés de le refaire de nouveau. Mais en revanche, vous voyez, ce qui était très amusant aussi, et nous avons fait ça tous ensemble, nous quatre, on a parcouru les cathédrales qui étaient soit de la même époque, soit dans un style extrêmement voisin. Évidemment, le premier réflexe était d'aller à Sens, puisque la cathédrale de Sens a été la première cathédrale gothique du monde et que Notre-Dame de Paris a imité Sens en plus grand. Et donc, il y a le même carrelage, il y a les mêmes piliers, etc. Mais il y avait des axes précis qui étaient très bien et puis des axes qui ne convenaient pas. Donc, les contre-champs, les plongées sont faites à Sens, les contre-plongées à Bourges, le beffroi, l'intérieur d'un vrai beffroi médiéval est à Amiens, les extérieurs des gargouilles et tout ça sont faits dans la vraie Notre-Dame ou à Saint-Denis. Donc si vous voulez, il y a un mélange. Là, c'est un peu la prestigitation, mais c'est notre métier. Jean-Marie, c'était sans doute l'enjeu principal d'arriver à organiser ce puzzle et que tout raccorde d'une certaine manière. Et qu'on soit à la ligne entre l'authentique et le crédible d'une certaine manière. Oui, j'ai tout de suite vu que ça allait être un film très technique. Mais en fait, tout a commencé effectivement quand on était chez Jean-Jacques et que je suis arrivé dans son jardin et que j'ai vu cette maquette. Et avec les toutes petites voitures de pompiers, toutes petites, les petits bonhommes et tout, je me suis dit, on va bien s'amuser. Et donc, effectivement, on a commencé à faire toute cette préparation avec cette caméra qu'on mettait un peu partout dans le beffroi, comme vous pouvez voir là, pour trouver un petit endoscope. Vous savez, c'est fait soit pour les chirurgiens, soit effectivement pour les plombiers, pour déboucher les canalisations. Et on a donc quasiment déjà un plan du film dans cette maquette. Oui, c'est une maquette qui est suffisamment précise pour avoir les proportions. Et puis ensuite, pour expliquer les termes techniques. Si vous voulez, au départ, quand vous dites à quelqu'un, on va faire claquer les portes de part et d'autre du trumeau qui retient le linteau du narthex, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc il vaut mieux dire, tu vois, là c'est le collatéral, c'est-à-dire la nef latérale. Il y en a 2 à Notre-Dame, ce qui déjà limite le nombre de cathédrales qui peuvent jouer les doublures. Et puis il ne faut pas imaginer qu'on peut aller dans n'importe quelle cathédrale, filmer n'importe quoi et dire que c'est Notre-Dame. Non, il y a des axes qui sont bien précis. Certains des architectes de Notre-Dame étaient les architectes de Sens. Donc, si vous voulez, les architectes de Notre-Dame se sont d'abord inspirés de Sens. Donc, c'était une
bonne référence, mais à Sens, il n'y a qu'un seul collatéral, une seule nef latérale, et non pas deux, comme à Notre-Dame, qui donne à Notre-Dame une proportion beaucoup plus élégante et beaucoup plus vaste que l'on trouve à Bourges. Vous êtes venus des pros, donc quand Notre-Dame sera refaite, vous pourrez vraiment faire même presque le guide pour faire visiter la cathédrale. Oui, mais alors il faut parler 180 langues. Alors, reconstruire Notre-Dame, c'est bien, mais il faut aussi reconstruire Notre-Dame pour la refaire brûler. Et alors là, ça c'est peut-être une question qui va être partagée par vous trois. Quels étaient les enjeux principaux par rapport à cette histoire de feu? Et on va le voir aussi sur d'autres photos là. Tout à l'heure, on reparlait de la première chose qu'on a fait après, quand on a démarré vraiment la vraie prépa du film. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre le feu. Et on a essayé tous les matériaux possibles et inimaginables, que ce soit des bétons techniques anti-feu, que ce soit des plâtres anti-feu, que ce soit toutes les nouvelles technologies anti-feu qui existent sur la planète, que tout le monde nous vendait avec tellement d'enthousiasme. En fait, on s'est aperçu avec les effets spéciaux, parce que là, c'était vraiment le département décor et département effets spéciaux qui travaillaient ensemble, c'est comment on met le feu au transept nord pendant, pas 1 heure, pas pendant 2 heures, mais pendant 4 jours, parce que c'est 4 jours de tournage, et pendant 4 jours, il faut que le décor tienne le coup. Ce n'est pas juste Notre-Dame qui brûle en quelques heures. Et donc l'enjeu était extrêmement technique, et aussi comment ça réagit pour les caméras, enfin, tout le monde était impliqué dans ces tests-là. Et c'est là où on s'est aperçu que, en fait, la seule chose qui marchait, c'était le brave plâtre de Paris, c'était le bois massif, c'était l'acier. Et qu'il a fallu, en fait, on a réappris à travailler avec les anciennes techniques de décor, c'est-à-dire le staff et le bois, de manière très simple. Et ça, c'était très plaisant pour nous parce que finalement, on a fait énormément travailler les staffeurs pour reconstruire toutes les fausses pierres. On a fait travailler les sculpteurs, et on a tout moulé en plâtre. Par exemple, quand on a construit les cloches, on ne pouvait pas prendre des vraies cloches, ça pèse 8 tonnes. On ne pouvait pas les faire en polystyrène ou en plastique, ça aurait fondu. Et en fait, ce sont vraiment des staffeurs de cinéma à l'ancienne qui ont refait ces cloches de 2 cm d'épaisseur, mais de 2,50 m de haut. C'est-à-dire quand même, ça veut dire que la cloche ne rentre pas chez vous et qu'elle résiste à 1200 degrés pendant 4 jours. Et voilà, on a en fait remis au point des vieilles techniques de construction de décors, parce que c'était la seule façon de résister au feu pendant 4 jours. Et tout ça, ce qui est impressionnant, c'est qu'au 4 janvier, quand on démarre la vraie préparation avec toutes les équipes dans les studios de Saint-Denis, personne ne le sait. Il faut découvrir, et on a 2 semaines pour être au point, parce que les constructeurs arrivent, et il faut savoir le mode d'emploi de la construction de ces décors. Donc ça fait partie un peu des enjeux. Ça fait partie un peu de cette folie du cinéma où on démarre en fait un prototype sans très bien savoir comment on va faire. Mais on sait qu'il y a une façon de procéder, il y a un mode d'emploi pour découvrir tout ça et pour y arriver. En sachant qu'il y a un enjeu de reconstitution extrêmement précise. Ça a l'air tout bête, mais retrouver les plans de Notre-Dame, ça a pris 2 mois pour y arriver. Vous voyez, on est parti vraiment avec plein d'inconnus. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on apprend à chaque film, et spécialement sur ce film-là, on apprend à faire des choses, tous ensemble. Alors cette séquence du transept, on la voit sur ces photos-là. Ça a été tourné donc en extérieur, Jean-Yves. Vous avez donc travaillé, je crois, à Brie-sur-Marne. Vous avez reconstruit ce... Ben oui, tourner en intérieur ou en extérieur a été aussi une des problématiques de départ et un questionnement, notamment pour le beffroi. On avait un certain nombre de solutions et de possibilités. Et pour le beffroi, on a fait le choix de tourner en intérieur. Mais on était quand même contraint par rapport à la hauteur du décor, par rapport au volume que ça représentait, et surtout par rapport aux problématiques de feu, de fumée, de chaleur. Il fallait quand même qu'on trouve un espace suffisamment grand qui puisse accueillir quand même ce beau bébé, comme dirait Jean, qui fait, je crois, 15 mètres de haut sur je ne sais plus combien de large. Enfin, c'est quelque chose, et on mettait le feu de toute façon à ce que la chaleur frôle pratiquement le plafond. Donc on avait ces problématiques-là. Donc on a fait le choix de faire le beffroi en intérieur et le transept, qui était une séquence d'extérieur, en extérieur à Brie-sur-Marne, sur l'ancien parking. Voilà. Alors, revenons là, on a les photos justement du beffroi. J'aimerais que vous me parliez de cette photo qui est très impressionnante. On voit toutes les rampes à gaz qui alimentent donc le décor et qui vont
créer l'incendie concrètement en intérieur dans ce studio à la Cité du Cinéma? Alors ça, c'est la partie justement effets spéciaux qui, en dépit aussi de leur expérience, était aussi sur un terrain un petit peu expérimental pour alimenter en rampe à gaz et pour vouloir donner le volume de feu qui correspondait au scénario à ce qu'avait envie de Jean-Jacques. Il fallait quand même avoir un dispositif et ils ont fait cette espèce enfin, tout ça, c'est autant de rampes qui alimentent les poutres du beffroi et qui sont des rampes à feu, en fait, qui étaient réglables. Ça posait des problèmes de sécurité énormes qu'il a fallu surmonter, des accréditations, des certifications, changer même la nature même du studio, parce que le studio est quand même pas fait non plus pour accueillir une usine à gaz, c'est le cas de le dire. Et donc, ils étaient arrivés avec des ingénieurs à concevoir cette distribution de gaz qui alimentait toutes les rampes à gaz de chaque poutre du beffroi du décor de Jean. Et une citerne de gaz immense, donc j'imagine. Une citerne de gaz de 11 000 litres à l'extérieur des studios. Donc là, on voit juste la partie finale, mais de là, il y avait une distribution de gaz qui partait, qui alimentait, qui allait à l'extérieur des studios. Il fallait qu'il y ait une zone de sécurité autour et donc la citerne de gaz qui était là-bas. Et nous, on était dedans. Et vous étiez dedans. Hein. On voit quelques images où la caméra la rentre carrément à l'intérieur du brasier sur cette Technocrane. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que en langue française, on ne fait pas. Quand on parle d'effets spéciaux, les gens aujourd'hui pensent que c'est des effets numériques. C'est la différence entre VFX, c'est-à-dire Visual Effects, qui sont faits en numérique, et FSX, qui sont les effets de plateau, sur les effets réels. Pourquoi je fais faire, moi, comme j'ai fait sur Le Nom de la Rose par exemple, je mets véritablement le feu à des vrais décors, parce que c'est pas du tout le même rendu et que le spectateur n'est pas con. Il voit très bien que s'il y a un acteur qui est dans une flamme, c'est une fausse flamme parce que c'est du fond bleu. Moi, je me souviens de Liam Neeson qui sortait de Star Wars. Je dînais avec lui, il était désespéré. Il me dit j'ai fait un film épouvantable. Alors j'avais une torche à la main et je me battais en duel contre personne, et puis après j'ai fait une déclaration d'amour devant une balle de ping-pong. Bon, alors si vous voulez, c'est vrai qu'on peut raconter des histoires comme ça, mais pas les mêmes histoires, c'est pas le même degré d'implication. Quand vous avez un acteur qui est ému, vraiment, vous pouvez faire une scène d'amour en numérique, hein, ça va très bien, et puis il y a quelqu'un qui va faire comme ça, mais ça ne le fait pas, vous ne serez pas ému par cette scène. Donc quand il s'agit d'un monstre dangereux, parce que le feu est un acteur remarquable. C'est comme on dit en anglais, c'est le villain, c'est le parfait méchant, si vous voulez. Il est méchant, très méchant, et fascinant. C'est pour ça qu'on l'appelle le diable. Les pompiers l'appellent Belzébuth. C'est un ennemi admirable à filmer. Mais il faut que ce soit un vrai ennemi, parce que sinon, vous n'aurez jamais les bonnes réactions. Là, quand j'ai mis ces jeunes acteurs qui avaient travaillé chez les pompiers face à des flammes qui étaient à 600, 800 degrés, ils savent très bien la distance à laquelle on peut approcher, et puis ils comprennent le danger, et ce danger, il est communiqué au spectateur. Donc c'est pour ça qu'on se donne tous mal, parce que c'est un autre niveau de réalité, ça ne ressemble pas à une série télé. Enfin, je ne veux pas dire de mal de série télé, j'en ai fait une après tout. Ça m'a bien plu. Alors Jean-Marie, un mot sur ces scènes de feu très impressionnantes. Comment avez-vous fait pour filmer au milieu du feu? C'est ce que disait Jean-Jacques. Jean-Jacques, il aime bien faire tout en direct et en vrai. Donc, effectivement, la première chose qu'il m'a demandé, c'était de pouvoir mettre des caméras complètement dans le feu, à l'intérieur du feu. Donc, on a décidé de construire 2 caissons anti-feu, enfin, en essayant de trouver la caméra la plus petite qu'on pouvait avoir en termes de dimension, pour après la mettre dans un caisson qui a été fait en silicate, avec un sas à l'intérieur, donc ça veut dire 2 caissons entiers. Qui était refroidi par une climatisation qui était en dehors du feu, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a un tuyau qui faisait 20 mètres pour refroidir ce caisson qu'on pouvait mettre à l'intérieur, donc avec une glace en quartz pour la glace optique devant. Voilà, donc c'était assez long à mettre en œuvre, mais c'est vraiment payant parce qu'il y a des images où il y a vraiment le feu qui vient nous lécher de ça. Donc parallèlement à ces 2 caissons qu'on mettait systématiquement dans toutes les scènes de feu, on avait une caméra sur une Technocrane qui nous permettait d'approcher au plus près du feu pour pouvoir retirer vite en cas de pépin aussi. Et puis on avait aussi des caméras à l'intérieur, tenues des caméras à la main souvent.
pour mettre à l'intérieur du beffroi. Voilà. Je voulais juste revenir sur le point de vue, quand je disais que c'était un film technique, c'est parce qu'effectivement, le feu était très important. Il y a aussi que le film se déroule sur toute une journée, donc il commence le matin et termine à la fin de l'incendie. Donc il fallait respecter cette continuité chronologique. Et Jean-Jacques là-dessus est très précis, donc dans le script, toutes les horaires étaient marquées sur chaque scène. Donc ça, c'était déjà un truc à respecter. Bon, quand on tourne 3 mois, c'est toujours très difficile un peu à mettre en place. Là-dessus, après les premiers repérages, on a trouvé tous nos lieux de décor. Donc à chaque scène, il y avait effectivement, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, tout le puzzle se mettait en place. C'est-à-dire qu'on avait un plan qui était là, un autre plan qui était ailleurs, un contre-champ. Donc voilà, ça c'était aussi un argument à prendre parce qu'il fallait que tout ça raccorde, bien sûr. Et dans le temps, et à la minute près presque. Voilà. Le 4e truc un peu technique, c'est qu'on a aussi des images d'archives. Donc il fallait un peu matcher tout ça. Voilà. Mais pour revenir au feu, effectivement, le feu est fascinant. Hein. Quand on est dedans, moi je sais que j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Et je profite, tu parles des images d'archives, Jean-Marie. C'est vrai que c'est un peu. On a commencé en fait par analyser ces images d'archives. Et Jean-Jacques a passé des heures à la salle de montage avant. On a récupéré beaucoup d'images d'archives pour justement être capable de créer cette chronologie. Et c'est sur la base aussi des images d'archives et des témoignages qu'on a pu reconstituer la chronologie qui est quand même très importante dans le scénario. Voilà. Qu'il a fallu après respecter évidemment au niveau du tournage. Et notamment Jean qui a construit le transept. Il y a différentes phases d'incendie du toit qui a été quand même quelque peu problématique parce qu'il fallait avoir différentes phases de construction. Voilà. Ouais. Sans que ça se détruise d'un seul coup et qu'on soit capable de remplacer. C'est un toit qui fond. J'ai vu, absolument. Il y a ce plan très impressionnant. On voit donc le plomb qui fond littéralement. Comment vous avez fait ça 2 fois 500 tonnes de plomb dans la cathédrale, oui, sur la toiture et sur la flèche. Oui. Et alors comment vous avez fait ça? Parce qu'on voit ce plan où le plomb fond dans le film. Hein. C'est très impressionnant. Écoutez, il y a quelques plans d'archives que l'on voit, mais de loin. Et après, nous avons. Je parle des gros plans. Vraiment. Alors les gros plans, on a refait des morceaux, des gargouilles, etc. Oui, on a refait des toitures, on a refait quasiment à l'identique, avec des matériaux extrêmement voisins du plomb, parce que si vous voulez, le plomb. D'abord, ça ne sonne pas de la même manière, et rien qu'en bruitage, on a passé beaucoup de temps pour retrouver le bruit d'un métal qui, lorsqu'il frappe un plancher, par exemple, se fige immédiatement. Donc, c'est pas du tout le même bruit qu'une goutte d'huile, évidemment. Ça peut ressembler un peu à du mercure, si vous voulez, parce que c'est très lourd, le plomb. Mais le plomb est très difficile, comme vous savez, c'est un produit dangereux. Donc, on a trouvé des substances extrêmement voisines pour faire ces images en direct. Un mot là-dessus, Jean? Oui, ce qu'on disait, c'est que le toit, en fait, on avait mis au point un peu un système de pelure, c'est-à-dire qu'on a commencé à tourner avec le toit en bon état. On avait un peu une numérotation entre nous sur la phase 1, 2, 3, 4. Et donc, il y a la première version où le toit est quasiment en bon état, il y a seulement le feu qui sort des chatières. Et puis, une fois qu'on a eu tourné ces séquences-là, on nous a laissé une journée pour démonter la première peau. Donc, on arrive sur le toit qui est aux 3/4 mangé par fondu. Et puis après, il y a l'autre version où on enlève encore cette couche. Et donc, il fallait un peu c'est là où c'est à la fois artistique, parce que à quoi ça ressemble un toit en train de fondre, on n'en sait rien. En fait, on a tous des vues lointaines, mais dans le détail, c'est assez compliqué. Mais à la fois, c'est très technique, parce que toutes ces pelures, toutes ces peaux qu'on a enlevées petit à petit pour finalement arriver sur les poutres en train de, sans plus aucun lambris, sans plus rien, vraiment on est au cœur de l'incendie. Et tout ça est très très rapide et on est dans un tournage extrêmement précis, extrêmement minuté, avec des grues, avec un matériel énorme. Et on était arrivé à un niveau de technicité sur le temps qu'on avait de démontage qui était incroyable. C'était très impressionnant de voir que on était à la minute près pour laisser la place à tout le monde, et avec le feu, le gaz. Enfin, il faut imaginer l'univers un peu hostile qui est autour de nous, avec des bonbonnes de gaz dans tous les sens, et des caméras immenses, et tout ça, il faut démonter
préparer la phase suivante à toute vitesse. Donc c'était très intéressant, très excitant d'avoir ces enjeux. Alors, je vais relancer, mais Jean-Jacques, quasiment toute la planète a vu les images, presque en tout cas, moi je les ai vues en direct, je me souviens, tout le monde a vu ces images de l'incendie, mais très peu de gens ont entendu le son de l'incendie. Alors, comment vous avez travaillé ce son? Vous me parliez du plomb tout à l'heure, mais où est-ce que vous avez pu vous placer entre le spectaculaire et encore là, le réaliste? Il y a eu évidemment des prises de son en direct qui nous servent de guide. Mais si vous voulez, à partir du moment où on fait un film pour les salles équipées en Atmos ou les salles très performantes en Dolby, on a été amené à refaire des feux et à les enregistrer, parce que vous savez, c'est pas il faut placer les bons micros. Il faut d'abord choisir le bon micro, les bons micros, les bons axes, et travailler en fonction des largeurs de plan. Et donc, j'ai mes monteurs son, ainsi que le chef ingénieur du son du tournage. Ils ont passé un mois à retourner dans des lieux et, par exemple, faire tomber des poutres enflammées. Ça a l'air bête. Les premières poutres enflammées, je les ai refusées parce que ils avaient pris du sapin. Mais non, il fallait prendre du chêne. Donc, ils sont allés dans un dépôt où il y avait des énormes poutres de chêne. Ils ont pris des grues, ils ont soulevé ces poutres de chêne et ils les ont enregistrées à plusieurs distances, etc. Du coup, maintenant, j'ai des vrais... Ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'est monstrueux, des poutres qui tombent de 50 mètres de haut, ça ne fait pas le même bruit qu'un sapin ou qu'un bois creux. Pour le feu, c'est la même chose. Alors, le feu, il y a beaucoup de composantes, si vous voulez. Là, je sors du mixage, je suis en tenue de mixeur. Là. Il y a 300 bandes pour faire un ronflement de feu, parce que vous avez les basses, comme ça, beaucoup plus... Ouais, moi je n'ai pas la carrure d'un éléphant. Mais donc, vous avez toutes les infrabasses. Ensuite, vous avez tous les craquements, parce que le bois explosait à Notre-Dame, et ces explosions étaient entendues à plus de 2 km. Parce que quand vous avez une poutre de cette taille-là, qui a encore de l'humidité médiévale à l'intérieur, quand vous mettez de la vapeur à l'intérieur, évidemment que ça explose. Donc vous avez les craquements, vous avez les crépitements, vous avez le souffle. Comme ça, parce que quand vous avez une poutre qui tombe, il n'y a pas seulement l'impact, il y a le bruit du vent que ça dégage, et un vent considérable qui a fait claquer toutes les portes, par exemple. Donc, si vous voulez, tout ça, je suis retourné, moi, avec mes ingénieurs du son, à Sens et à Saint-Denis pour refaire claquer des portes médiévales qui sont épaisses comme ça. Ça n'a pas le même son qu'une porte que vous avez en studio de bruitage, qui est une porte d'appartement. Une porte d'appartement, ça fait clonk ou clac. Là, ça fait chboum. Il faut enregistrer boom. Et moi, je ne sais pas enregistrer boom, parce qu'il faut mettre les bons micros au bon endroit, encore une fois. Donc, si vous voulez, moi, je suis sur le son depuis la fin du tournage. Je ne fais que ça. Et après, évidemment, il y a toute la musique que j'ai enregistrée à Londres. Il y a le bruitage après. Parce que, vous voyez, quand il y a du soi-disant plomb qui fond, eh bien, chaque rigole de plomb fait un son qu'il faut... Il faut imaginer ce que c'est qu'un liquide qui pèse le poids du plomb. Donc, et comment ça coule? Quel bruit ça fait? Ça a été des semaines d'études et de refus. C'est-à-dire, on se disait, non, ça ne va pas, on recommence. Mais maintenant, je suis très content. Alors, on va conclure. Une dernière question pour finir. Jean-Jacques, c'est votre premier film tourné en France depuis très longtemps. Alors, vous aviez tourné quelques parties de La Manche, je crois, en France, mais c'est votre premier film entièrement tourné en France avec une équipe française. Non, c'est mon deuxième. J'avais fait Coup de tête avant. Oui, je dis depuis très longtemps. Avec Patrick Devers, oui. Voilà, depuis Coup de tête en 79, donc ça fait un bail. Est-ce que vous aviez une certaine appréhension de revenir tourner en France, vous qui êtes habitué aux tournages internationaux, et quel a été votre sentiment de ce tournage en Écoutez, France? c'est pas pour faire plaisir à mes copains, mais je dis partout que c'est la meilleure équipe que j'ai jamais eue de ma vie. Et j'avais des appréhensions parce que j'ai pas eu que des bons souvenirs. J'ai fait des productions avec une partie de techniciens français il y a longtemps, et qui n'aimaient pas la bouffe du lieu parce qu'il n'y avait pas de steak, le pinard n'était pas bon. Enfin bon, si vous voulez, la caricature de l'équipe française. Et là, c'est le contraire, complètement le contraire. Alors bon, j'ai des camarades qui ont travaillé avec moi sur plein de films
dans ces pays difficiles. Et ils ont été remarquables, en particulier. On a fait la Chine, on a fait le Cambodge, on a fait le Vietnam ensemble. Jean-Yves a commencé avec moi sur Le Nom de la Rose. Donc, vous voyez, Jean-Marie, on est à combien de films ensemble? Oui. 6, ouais. Oui, donc si vous voulez, là avec ces chefs d'équipe, j'ai eu une connivence formidable. Je découvre Jean Rabas, un confrère à moi très important, dont on m'a chanté les louanges, à juste titre, je dois dire. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir vous dire avec cet élan-là que c'était une équipe merveilleuse. Et qu'est-ce que vous avez appris sur ce film? J'ai appris à bien dormir le soir, comme je fais depuis toujours, à préparer. Depuis longtemps, je fais la même chose. Je pense que si par hasard je ne suis pas en forme un jour de tournage, ou si carrément je suis malade, que le film sera pareil, parce qu'on l'a tellement bien préparé que finalement on n'a même pas besoin de moi. Moi, si vous voulez, j'anticipe, j'aime anticiper. Et sur ce film-là, il fallait anticiper encore plus que d'habitude. Mais ça a été un bel exemple parce que c'est un film qui a roulé très agréablement. Je crois qu'on n'a pas eu de dépassement, je crois qu'on n'a pas eu de... on a bénéficié, sans doute notre Seigneur était content parce qu'il nous a donné un temps admirable. On n'a pas eu de soucis de maladie et de confinement. Donc si vous voulez, ce que j'ai appris, c'est d'être encore plus heureux que d'habitude sur un tournage. Oui. Et on peut dire aussi un grand merci à Mathieu de la Martyre, qui était notre assistant réalisateur, qui a mis le puzzle en place pour qu'on puisse avoir un tournage qui s'est bien déroulé. Et vous savez, moi j'ai beaucoup d'affinité avec les chefs d'orchestre, parce que moi mon boulot c'est d'avoir la baguette, mais éventuellement si je m'en vais, le premier violon va diriger l'orchestre et ce sera pareil parce qu'on aura répété. Et c'est mon bonheur de vie, c'est d'être dépendant du talent de mes amis. Et je vous jure que ça... qu'est-ce que c'est ma vie? Ma vie, c'est de courir sur un plateau, de travailler avec un auteur, de travailler avec un compositeur. Ma vie, elle est uniquement là. Les gens croient que c'est les festivals et de monter avec des belles nanas sur les marches de Cannes. Mais attendez, non, c'est ridicule. Mon plaisir de vie, c'est ça, c'est de fabriquer des images et des sons sur un scénario qui m'a motivé pendant parfois des années de recherche. Donc, si vous voulez... C'est toujours un aboutissement, mais le vrai bonheur, il est dans cet unisson. Et quand on parle de Mathieu de la Martyre, Mathieu, on continue à se téléphoner, même si on n'a plus besoin, parce que, si vous voulez, on fait une véritable équipe au sens sportif du terme. Nous, on joue du football à 300 personnes, et il faut que les 300, à chacun de leur poste, soient excellents. Et ils l'ont été. Bien, bravo à toute l'équipe. Puis voilà, je vous propose de terminer sur ces mots. Merci. Merci.